Il y a 3 minutes, il venait d'abattre son 7e avion ennemi. 30 secondes plus tôt, il était sur le point d'envoyer son 8e adversaire en enfer. Cependant, une flamme aveuglante jaillit d'en bas. Un obus de canon anti-aérien, tiré par un destroyer allié, a déchiqueté son aile gauche, sans la moindre erreur de visée. Ce jeune aviateur américain de 22 ans, novice en combat, n'aurait jamais rêvé qu'il tomberait entre les mains de ses propres camarades. À ce moment, le moteur de son avion est complètement hors service et il plonge vers la mer à une vitesse de 30 pieds par seconde. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que sur la mer en dessous, 3 requins tigres géants ont déjà senti le sang et nagent vers lui en traçant des arcs mortels. La cabine ne peut pas s'ouvrir, ses jambes sont étroitement enroulées par des câbles d'acier et l'eau de mer a déjà inondé sa poitrine. Ce jeune homme qui venait de réaliser le miracle de premier combat le plus étonnant de l'histoire de l'aviation américaine, pourra-t-il s'échapper de justesse dans les 10 minutes obscures qui suivent? Aujourd'hui, nous allons vous faire assister à cette bataille extraordinaire où un novice malchanceux s'est transformé en récipiendaire de la médaille d'honneur du Congrès. À 10h30 du matin, le 7 avril 1943, à l'aérodrome Henderson de l'île de Guadalcanal, une alerte de combat stridente a soudain rompu le calme du matin, et plusieurs fusées de signalisation rouge se sont élevées successivement dans le ciel. Les mécaniciens coururent comme fous sur la piste pour ravitailler en carburant et charger en munitions les chasseurs stationnés sur l'aire de stationnement. Le cri strident des pneus frottant le sol, le rugissement des moteurs qui démarrent, les cris des officiers à pleine voix se mélangent, et tout l'aérodrome est instantanément plongé dans un chaos tendu. James Sweat était assis dans la cabine de son Wildcat numéro 13, les mains serrées encore fermement sur le manche de commande. Il venait de terminer sa 2e patrouille de la journée. Pendant 2 heures de vol, le ciel était dégagé, sans la moindre ombre d'avion ennemi. Il était en train de défaire le col de sa combinaison de vol, prêt à réfléchir à ce qu'il allait manger à la cantine, quand l'alerte a retenti sans prévenir. Sweat n'a pas hésité une seconde. Il a refermé sa ceinture de sécurité, a baissé le visière de son casque de vol. Il a jeté un coup d'œil à l'indicateur de carburant. Niveau de carburant, pression d'huile, tout est normal. Le viseur de tir est déjà calibré. Sweat a essayé d'actionner la culasse. 6 mitrailleuses Browning de calibre 50 se sont chargées successivement, chacune contenant 400 balles, et il ne faut que 24 secondes pour les tirer toutes. C'était sa première vraie bataille sur le champ de bataille. Sur les 197 heures de vol de Sweat, 120 heures étaient de formation de base, 60 heures de formation tactique en formation, et les 17 heures restantes n'étaient que de formation de conversion sur le F-4F. Il n'avait même pas terminé le programme complet de formation de combat aérien. 3 mois plus tôt, il était encore à la base de Pensacola, sur le territoire américain, s'entraînant sans cesse avec d'autres élèves au décollage, atterrissage et vol en formation. Cet enfant élevé dans une ferme du Texas avait depuis l'enfance une aspiration presque obsessionnelle pour le ciel. Le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor en 1941, il s'est inscrit à l'aviation du corps des Marines des États-Unis. Après 1 an et demi de formation presque rigoureuse, il a obtenu son diplôme avec d'excellents résultats et a été affecté à l'escadrille de chasse VMF 221. Le 3 février 1943, il a rejoint l'escadrille pour s'installer à Guadalcanal. Aujourd'hui, cela fait exactement 63 jours. À ce moment, Guadalcanal venait de traverser 6 mois de lutte acharnée. Le 9 février, les Américains ont officiellement annoncé l'occupation de toute l'île, mais les Japonais n'ont évidemment pas abandonné. Ils ont transformé Rabaul en plaque tournante aérienne du Pacifique Sud et déployaient presque chaque jour des avions pour bombarder l'aérodrome Henderson et les flottes alliées voisines, essayant de reprendre cette île cruciale. La VMF 221 était l'escadrille d'élite au-dessus de Guadalcanal, commandée par le capitaine Joseph Foss, le premier as du corps des Marines américains à l'époque, qui avait déjà abattu 26 avions japonais,
à un seul de battre le record de la Première Guerre mondiale, détenu par Eddie Rickenbacker. Voss était réputé pour sa tactique agressive et sa précision de tir. Les Wildcats qu'il commandait ont abattu plus de 100 avions ennemis au cours des 2 derniers mois. L'insigne de leur escadrille était un Wildcat saisissant un avion zéro, et les pilotes japonais les appelaient avec effroi les démons Wildcat de Guadalcanal. Mais à ce moment, dans tout l'aérodrome Henderson, il n'y avait que 4 Wildcats prêts à décoller immédiatement pour affronter l'ennemi, y compris l'avion de tête de Voss et 3 avions de soutien dont celui de Sweat. La veille même, les Japonais avaient lancé 3 raids aériens à petite échelle. La plupart des avions avaient été endommagés et étaient en réparation dans les hangars, et plusieurs autres étaient cloués au sol par manque de pièces. Et ce qu'ils allaient affronter, c'était la plus grande raid aérien japonais depuis la bataille de Midway. Le poste de garde côtier a envoyé un rapport détaillé sur la formation japonaise. Les Japonais ont déployé 177 avions, dont 67 bombardiers en piqué type 99 et 110 chasseurs zéro. Ils ont décollé de Rabaul, ont déjà volé pendant 2 heures et ne sont plus qu'à 15 minutes du ciel au-dessus de la flotte alliée. Le rapport de force était de 44 contre 1. C'était une bataille presque condamnée à la mort. Sweat a pris une profonde inspiration. Il n'avait pas le temps d'avoir peur. La voix de Voss a retenti dans la radio, aussi calme que la glace. « Attention à tous, azimut cible 030, altitude 8000 pieds. Nous approchons par la direction du soleil. Attaquons en piqué la formation des bombardiers. Ne vous engagez pas dans un combat rapproché avec les zéros. Attaquez en priorité les bombardiers. Gardez la formation, couvrez-vous les uns les autres. Préparez-vous au décollage. » 4 Wildcats ont quitté la piste successivement, les moteurs émettant un rugissement assourdissant. Le train d'atterrissage s'est rétracté et les avions ont grimpé rapidement à 8000 pieds d'altitude. Sweat suivait étroitement Voss à l'arrière droit, les paumes de ses mains étaient humides de sueur. Il pouvait même entendre son cœur battre violemment dans sa poitrine. Mais son regard était fermement fixé sur le ciel devant lui. Il se souvenait de chaque phrase du manuel de formation, de chaque détail que Voss avait expliqué dans les cours de tactique. Il connaissait les avantages et les inconvénients du Wildcat et avait aussi bien cerné les caractéristiques du zéro. Le chasseur zéro japonais était peut-être l'un des meilleurs chasseurs sur le théâtre du Pacifique à l'époque. Un chef-d'œuvre de Mitsubishi, mis en service en 1940, sa vitesse de croisière maximale était près de 50 km/h plus rapide que celle du Wildcat, et son taux de montée était 1,5 fois supérieur. Son rayon de braquage était extrêmement réduit. Dans un combat rapproché, peu d'avions pouvaient l'emporter sur lui en virage. Son autonomie de 2200 km lui permettait d'escorter les bombardiers pendant tout le vol. Mais le zéro avait aussi un défaut fatal. Pour rechercher une mobilité et une autonomie extrême, le concepteur Jiro Horikoshi a sacrifié presque toutes les performances de protection. Il n'avait pas de réservoir auto-obturant, pas de blindage pour le pilote, et le fuselage utilisait beaucoup d'aluminium léger, aussi fragile qu'une feuille de papier. Dès qu'il était touché par quelques balles, il était très susceptible de s'enflammer et d'exploser. Les pilotes américains lui ont donné un surnom imagé, le briquet aérien. Quant au Wildcat construit par Grumman, c'était tout le contraire. Fuselage tout métal, plaque de blindage pour pilote de 12 mm d'épaisseur, capable de résister aux tirs frontaux de mitrailleuses de 7,7 mm. Le réservoir auto-obturant, même percé, pouvait se sceller automatiquement pour empêcher l'essence de fuir et de s'enflammer. Les 6 mitrailleuses Browning dans les ailes avaient une puissance de feu redoutable. À courte distance, elles pouvaient déchiqueter facilement le fuselage du zéro. Bien sûr, il avait aussi des défauts. Vitesse lente, taux de montée faible, performance de virage médiocre. Donc, après avoir payé un prix douloureux, les pilotes américains ont résumé une tactique spéciale pour lutter contre le zéro. L'attaque et le désengagement immédiat. Utiliser l'avantage d'altitude pour attaquer en piqué depuis le ciel, puis monter immédiatement pour se désengager après avoir tiré, ne jamais s'engager dans un combat de virage rapproché avec le zéro.
Foss était le praticien le plus éminent de cette tactique. Ses 26 victoires ont été presque toutes obtenues de cette manière. Sweat avait déjà pratiqué cette tactique des centaines de fois pendant la formation, et sa précision de tir était parmi les meilleures de l'escadrille. Mais il ne l'avait jamais utilisée en combat réel. À ce moment, il allait mettre sa vie en jeu pour vérifier les résultats de ses formations. Dans le ciel lointain, des points noirs denses sont apparus. La flotte japonaise arrivait. Ils volaient en formation ordonnée. 110-0 escortés à 12 000 pieds d'altitude et 67 bombardiers en piqué type 99 étaient à 6 000 pieds, prêts à attaquer la flotte alliée. La voix de Foss a retenti à nouveau. « Attention à tous, préparez-vous au piqué, suivez-moi, feu !» À peine ces mots prononcés, les 4 Wildcats ont simultanément baissé le nez et se sont précipités vers le bas depuis 8 000 pieds à un angle de près de 70 degrés. La vitesse a instantanément grimpé à 600 km/h, le vent hurlait à l'extérieur de la cabine, et la surcharge énorme a pressé Sweat fermement sur son siège. Il a même eu une brève cécité devant les yeux. Mais sa main sur le manche de commande est restée immobile. Le viseur a enveloppé l'avion de tête de la formation des bombardiers japonais. Foss a ouvert le feu le premier. 6 mitrailleuses ont rugi en même temps, et les traçantes ont formé une chaîne de feu brillante, frappant précisément le fuselage de l'avion ennemi. L'aile droite du bombardier japonais s'est rompue instantanément. Le fuselage a pris feu, et il a plongé vers la mer en traînant de la fumée. Une explosion énorme a retenti aussitôt, et la flamme de l'explosion s'est épanouie en une fleur hideuse sur la mer. Sweat l'a suivi immédiatement et a dirigé le viseur vers le deuxième bombardier de la formation. 500 yards, 400 yards, 300 yards. Il a appuyé sur la détente. Les mitrailleuses ont émis un rugissement sourd et les balles se sont abattues sur l'avion ennemi comme une pluie. Il pouvait voir clairement les étincelles jaillissant quand les balles touchaient le fuselage. Le compartiment moteur gauche du bombardier japonais a d'abord dégagé de la fumée noire, puis une flamme orange a jailli. Le pilote a tiré violemment sur le manche pour essayer de remonter le nez, mais c'était trop tard. L'avion a perdu le contrôle et est tombé vers la mer en roulant. Première victoire. Sweat n'a ressenti aucune joie. Il n'avait même pas le temps de s'exciter. Parce qu'à ce moment, les zéros d'escorte avaient déjà réagi. Plus de 10 avions ont plongé depuis 12 000 pieds d'altitude pour attaquer la formation américaine. Les balles ont sifflé au-dessus de l'aile de Sweat. Formation dispersée, combattez chacun pour soi, attaquez en priorité les bombardiers, a crié Foss dans la radio. Les 4 Wildcats ont été dispersés instantanément. Sweat a perdu la couverture de l'avion de tête et s'est retrouvé en combat isolé. Il y avait pourtant plus de 100 avions japonais autour de lui. Mais il n'a pas paniqué. Il a tiré violemment sur le manche, tout en effectuant une manœuvre en S et a évité de justesse le tir d'un zéro derrière lui. Les balles ont frôlé le dessous de son aile et ont provoqué une série d'éclaboussures sur la mer. Sweat n'est pas revenu pour se battre avec le zéro. Il se souvenait fermement de l'ordre de Foss. Les bombardiers représentaient la plus grande menace pour la flotte. Il a vu 9 bombardiers type 99 en dessous qui plongeaient vers les navires alliés. Leur altitude n'était que de 3000 pieds, leur vitesse était lente, leur fuselage était lourd. C'étaient de véritables cibles vivantes. Sweat a poussé le manche et l'avion a de nouveau plongé, s'approchant de la formation des bombardiers par la direction du soleil. Les pilotes japonais, éblouis par le soleil aveuglant, n'ont pas du tout remarqué que la mort était arrivée. Il s'est approché par l'arrière du dernier bombardier, à 300 yards de distance. Une rafale courte de 3 secondes, environ 50 balles, ont touché précisément la queue. L'empennage horizontal s'est détaché, le bombardier a perdu le contrôle de tangage, puis est tombé. Deuxième victoire. Sweat ne s'est pas arrêté. Il a tiré sur le manche pour monter, tout en tournant brusquement à gauche, et 10 secondes plus tard, il était déjà derrière une autre formation de bombardiers. Il a de nouveau visé, à 250 yards de distance, et a ouvert le feu. Cette fois, il a visé le réservoir à la racine de l'aile. L'essence a fui instantanément, puis a été enflammée par la haute température du moteur. Le bombardier a explosé en boule de feu dans les airs, et les débris sont tombés dans la mer comme une pluie.
troisième victoire confirmée. Il n'a fallu que 40 secondes entre la deuxième et la troisième victoire. Les mouvements de Sweat étaient parfaitement coordonnés, sans la moindre hésitation. Son esprit était presque vide. À ce moment, seule la mémoire musculaire formée pendant la formation dominait son corps. Piquer, tirer, monter, tourner, chercher la prochaine cible. Grâce à la couverture du soleil, il attaquait toujours depuis une direction invisible pour les pilotes japonais. Il restait toujours à 6 heures de l'avion ennemi, pour que le mitrailleur arrière ne puisse pas le viser. Il utilisait des rafales courtes de 2 à 3 secondes au lieu de tirs continus, ce qui économisait des munitions et augmentait la précision. Le temps passait minute après minute. Quatrième victoire. Les balles ont touché la cabine, le pilote est mort sur le coup. Cinquième victoire. Le moteur droit a été arrêté. L'avion a perdu sa puissance et est tombé à la mer. Sixième victoire. Le milieu du fuselage a été touché. Il s'est rompu en deux. Il n'avait fallu que 9 minutes depuis le début du combat. Sweat avait déjà abattu 6 bombardiers japonais. Il a jeté un coup d'œil à l'indicateur de munitions. 2 des 6 mitrailleuses avaient déjà épuisé leurs balles, et les 4 restantes n'avaient plus que moins de 8 secondes de tir, soit environ 100 balles. Mais il n'a pas battu en retraite. Il a vu un bombardier japonais devant lui, qui venait de larguer ses bombes et quitter la formation. Sa vitesse était très lente, son altitude n'était que de 1000 pieds, et il n'était qu'à 300 yards de lui. C'était une cible parfaite. Quelques balles de plus suffiraient pour l'abattre. Sweat a poussé le manche pour le poursuivre. 200 yards, 150 yards, 100 yards. Il a appuyé sur la détente, et les 100 balles restantes ont été tirées toutes ensemble. Le fuselage du bombardier japonais a été criblé de balles. Le pilote est mort sur le coup, et l'avion a perdu le contrôle pour tomber vers la mer. Septième victoire confirmée. À ce moment, il s'était écoulé exactement 12 minutes depuis le début du combat. Toutes les munitions des mitrailleuses étaient épuisées. Sweat se préparait à rentrer à la base. Mais juste à ce moment, il a vu un bombardier japonais fuyant à basse altitude sur sa droite avant. Sa queue était déjà endommagée, et sa vitesse était aussi lente que celle d'un escargot. Une idée lui a traversé l'esprit. Le heurter avec son aile ou le contraindre à s'écraser. Il a poussé le manche pour le poursuivre. La distance se réduisait de plus en plus. 50 yards, 30 yards. Juste au moment où il allait frôler l'empennage de l'avion ennemi avec son aile, une catastrophe inattendue s'est produite. Sur les navires alliés en dessous, un artilleur anti-aérien a vu ces 2 avions se poursuivant. Il n'a pas pu distinguer l'ami de l'ennemi et a pensé que l'avion derrière était aussi japonais. Il a appuyé sur le bouton de tir. Un obus de canon anti-aérien Bofors de 40 mm à une vitesse de 850 mètres par seconde a touché précisément l'aile gauche de l'avion de Sweat. Une explosion énorme a retenti. Sweat a senti son avion trembler violemment et une grande entaille de 2 pieds de large a été déchirée dans l'aile gauche. De l'essence aviation a jailli. L'avion a instantanément perdu l'équilibre et a commencé à rouler vers la gauche. Sweat a tiré violemment sur le manche vers la droite, a appuyé de toutes ses forces sur la gouverne de direction droite et a enfin redressé l'attitude avant que l'avion ne fasse un tour complet de 360 degrés. Mais c'était trop tard. Le mitrailleur arrière de ce bombardier japonais en fuite a saisi cette occasion unique. Il a orienté sa mitrailleuse de 7,7 mm pour tirer sur l'avion de Sweat. Une série de balles a touché le compartiment moteur. Le système de refroidissement de l'huile a été percé et l'huile a fui instantanément. La température du moteur a monté brusquement, le voyant rouge de surchauffe a clignoté follement et un bruit de frottement métallique strident a retenti. Soudain, tout est devenu silencieux. L'hélice a cessé de tourner. Le moteur était complètement hors service. Le Wildcat de Sweat est devenu un planeur. Il a regardé l'altimètre. 1500 pieds. Puis la boussole. Il restait 3000 jusqu'à l'aérodrome Henderson. Avec l'état endommagé de l'avion, la grande entaille dans l'aile gauche créait une résistance énorme, et le rapport de planeur avait considérablement baissé. Il était impossible de planer aussi loin. Rentrer à la base n'était plus possible. Sweat n'avait d'autre choix que de prendre une décision.
Amérissage forcé sur l'eau. Il a ajusté l'attitude de l'avion, a légèrement soulevé le nez de 15 degrés, a maintenu un angle de planeur stable et a volé vers les eaux ouvertes près de l'île de Gavutu. La mer y était relativement calme, sans récif. C'était l'endroit le plus approprié pour l'amérissage. L'altitude de l'avion baissait constamment. 1000 pieds, 500 pieds, 200 pieds, 100 pieds. Sweat s'est préparé à jeter le capot de la cabine, mais a découvert que le dispositif de déverrouillage avait été endommagé par l'explosion précédente. Il ne pouvait pas s'ouvrir. S'il amérissait avec le capot de la cabine, l'avion risquait de se retourner sur la mer, et il serait piégé dans la cabine pour se noyer. Il a utilisé toute sa force pour donner un coup de pied violent à l'avant du capot de la cabine. Un coup, deux coups, trois coups. Le loquet a enfin rompu. Le capot de la cabine a été instantanément emporté par le courant d'air rapide, et le vent froid de la mer a déferlé dans la cabine. Juste à ce moment, l'avion a touché la mer. Le choc énorme a projeté Sweat violemment vers l'avant. Son visage a heurté violemment le tableau de bord et son os nasal a été fracturé sur le cou. Du sang a jailli, obscurcissant sa vue. L'avion a glissé sur la mer sur 120 yards, puis s'est arrêté. L'eau de mer a commencé à entrer rapidement dans la cabine et l'avion a commencé à couler à vue d'œil. Sweat a lutté pour défaire sa ceinture de sécurité, mais a découvert que les cordes de son parachute étaient enroulées autour de ses jambes, du manche de commande, formant plusieurs nœuds serrés. Il ne pouvait pas se libérer. L'eau de mer a commencé à recouvrir ses genoux, puis progressivement sa taille, et allait bientôt recouvrir complètement sa poitrine. L'avion coulait encore à une vitesse de 2 pieds par seconde. Sweat sentait l'étouffement, ses poumons brûlaient. Il devait se libérer en quelques secondes, sinon il se noierait dans la cabine. Il a sorti son couteau de survie de la poche de sa combinaison de vol et a ouvert la lame. Dans l'eau sombre et froide, il a tâtonné pour couper les cordes. Il a utilisé toute sa force contre l'eau. Un coup, deux coups, trois coups. Enfin, Sweat a coupé les cordes, s'est libéré, a donné un coup de pied violent sur la paroi de la cabine et a remonté à la surface. Il a respiré à plein poumon cet air précieux. Le sang et l'eau de mer se mélangeaient, coulaient dans sa bouche, salés et sanglants. Il a regardé autour de lui. Son Wildcat avait complètement coulé au fond de la mer. Il ne restait que des cercles de rides sur la mer et quelques débris d'avions flottants. Sweat a essayé de gonfler son gilet de sauvetage, mais a découvert que le dispositif de gonflage au dioxyde de carbone avait été endommagé par le choc précédent. Le radeau de sauvetage individuel attaché à sa cuisse avait aussi son dispositif de gonflage hors service. Il avait perdu tous ses outils de flottaison. Ses bottes de vol lourdes, sa combinaison de vol imbibée d'eau, les bretelles de son parachute, ensemble plus de 30 livres de poids, le tiraient constamment vers le bas. Il ne pouvait que nager désespérément pour garder à peine la tête hors de l'eau. Sweat était à ce moment à un demi-mille au moins de la côte la plus proche. Il a commencé à nager vers le rivage. Mais il a vite senti ses forces faiblir. Les 15 minutes de combat aérien précédentes avaient épuisé presque toute son énergie. La blessure sur son visage saignait encore. L'eau froide de la mer irritait la plaie, provoquant des douleurs violentes. Ses membres ont commencé à avoir des crampes, et sa vitesse de natation ralentissait de plus en plus. Ce qui est encore plus terrible, c'est qu'il a vu, sur la mer non loin de là, les nageoires dorsales de 3 requins tigres s'approchant de lui. Ils avaient senti le sang et nageaient lentement autour de lui. Le cœur de Sweat a battu plus vite instantanément. Il connaissait la férocité de ces prédateurs marins. S'il était attaqué, il n'aurait aucune défense. Mais il n'a pas paniqué. Il s'est souvenu de ce qu'il avait appris dans la formation de survie. Quand on rencontre un requin, il ne faut pas paniquer, ne pas lutter violemment, ne pas battre l'eau, garder une nage stable, ne pas laisser le requin penser que vous êtes une proie blessée. Il a ralenti sa vitesse de natation, a maintenu un mouvement de brasse stable, les yeux fermement fixés sur ses nageoires dorsales. Les requins nageaient autour de lui. Au plus près, il n'était qu'à moins de 8 pieds de lui. Il pouvait voir clairement le corps gris des requins et leurs nageoires dorsales tranchantes sortant de l'eau. Il pouvait même entendre légèrement le bruit des requins nageant. Chaque seconde semblait aussi longue qu'un siècle.
Les forces de Sweat diminuaient de plus en plus. Sa conscience commençait à s'obscurcir. Il sentait qu'il coulait. Ses bras ne pouvaient plus nager. Juste au moment où il allait perdre connaissance, il a vaguement entendu le grondement d'un moteur. Il a levé la tête. C'était un navire de sauvetage de la garde côtière qui venait vers lui à toute vitesse. Les marins sur le navire de sauvetage l'ont vu et ont lancé une bouée de sauvetage orange. Sweat a utilisé sa dernière force pour saisir la bouée. Les marins l'ont tiré à bord de toute leur force. Il s'est effondré sur le pont, respirant à plein poumon. Le personnel médical est immédiatement venu soigner sa blessure et a comprimé son nez saignant avec de la gaze. Fracture de l'os nasal, contusions multiples au visage, commotion cérébrale légère, plus déshydratation sévère et épuisement. Le personnel médical s'est préparé à lui injecter de la morphine pour soulager la douleur, mais Sweat a secoué la tête. « Je n'ai pas besoin de morphine. Je peux encore marcher. » Il a refusé la civière préparée par les marins et s'est levé lentement en s'appuyant sur le bord du navire. Le navire de sauvetage a accosté à l'île de Gavutu et Sweat s'est rendu à pied à la tente médicale navale sur l'île. Après avoir soigné ses blessures, il a pris une jeep de l'armée pour retourner à l'aérodrome Henderson. Quand il est entré dans les baraquements de l'escadrille VMF 221, couvert de sang et boitant, tout le monde a été stupéfait. Ils pensaient tous qu'il avait été tué au combat. Foss s'est approché rapidement, a tapé fort sur son épaule et a demandé « Jimmy, comment ça va? Combien en as-tu abattu ?» Sweat a essuyé le sang sur son visage et a dit calmement « 7. Il y en a peut-être un 8e. Je ne l'ai pas vu s'écraser. » Tout le baraquement s'est instantanément tu, puis a éclaté en acclamations assourdissantes. Personne n'osait croire ce qu'il entendait. Un novice qui n'avait jamais participé à un combat réel avait abattu 7 avions japonais en 15 minutes. C'était tout simplement un miracle impossible. Foss a aussi été interdit. Pendant toutes ces années de combat, il n'avait jamais vu un premier combat aussi étonnant. Il a immédiatement appelé l'officier de renseignement de l'escadrille, le lieutenant John Morrison, pour interroger Sweat en détail. Sweat a décrit clairement l'heure, la position, la tactique et le résultat de chaque combat. Il pouvait dire précisément la distance de chaque tir, la partie touchée à chaque fois, la position approximative de l'écrasement de chaque avion ennemi. L'interrogatoire a duré une demi-heure entière. Ensuite, Morrison a commencé à recueillir des preuves d'autres sources. Il a interrogé les 3 autres pilotes qui avaient participé au combat. Ils ont tous vu Sweat abattre plusieurs avions ennemis, et l'un d'eux a confirmé avoir vu Sweat abattre au moins 5 bombardiers. Il a contacté 6 navires alliés en mer. 8 observateurs sur ces navires ont soumis des rapports de combat, rapportant au total 7 bombardiers japonais abattus dans la zone où Sweat combattait. Et l'heure et la position de chaque écrasement correspondaient parfaitement à la description de Sweat. Même un observateur sur un destroyer a vu clairement le numéro de l'avion de Sweat. 13. Le lendemain matin, Morrison a envoyé un avion de reconnaissance pour chercher les 7 lieux d'écrasement décrits par Sweat. Les photos aériennes montraient que ces 7 endroits avaient tous des débris d'avions flottants évidents. Toutes les preuves correspondaient parfaitement. À 18 h le 7 avril 1943, l'escadrille VMF 221 a officiellement publié le communiqué de combat. Il est confirmé que James Sweat a abattu 7 bombardiers japonais type 99 pendant la bataille de ce jour. Cela a non seulement établi le record du plus grand nombre d'avions ennemis abattus par un individu en une seule journée dans l'histoire du corps des Marines américains, mais aussi le record du meilleur résultat pour un premier combat dans l'histoire de l'aviation américaine. Cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute la garnison de Guadalcanal, puis dans toute l'aviation américaine du Pacifique Sud. Tout le monde parlait de ce jeune pilote de 22 ans, de ses 15 minutes incroyables. Le commandant en chef des forces alliées du Pacifique Sud, l'amiral William Halsey, a appris la nouvelle et est venu personnellement à Guadalcanal pour vérifier tous les résultats. Il a fait l'éloge de la performance de Sweat. Ce jeune homme, avec une seule bataille, a prouvé qu'il était un guerrier né. Son résultat sera gravé à jamais dans l'histoire du corps des marines.
Le 10 avril 1943, 3 jours après la fin de la bataille, Halsey a officiellement signé un document pour proposer d'attribuer à James Sweat la médaille d'honneur du Congrès. C'est la plus haute distinction militaire des États-Unis. Depuis sa création en 1861, moins de 3500 militaires ont reçu cet honneur. Le document de proposition a passé par les étapes d'approbation successives du département de la Marine, du département de la guerre et du comité militaire du Congrès, pour finalement arriver sur le bureau du président Roosevelt. Le 14 septembre 1943, Roosevelt a signé le document d'approbation de la décoration. Le 11 octobre, la cérémonie de décoration a eu lieu dans la salle Est de la Maison-Blanche. James Sweat, vêtu de l'uniforme impeccable du corps des Marines, a reçu la lourde médaille d'honneur du Congrès des mains du président Roosevelt. Il est devenu l'un des plus jeunes récipiendaires de la médaille d'honneur du Congrès pendant la Seconde Guerre mondiale. Les exploits de Sweat ont fait la une des grands journaux américains. Le magazine Life a consacré 8 pages entières à son histoire légendaire, avec un tirage de plus de 5 millions d'exemplaires. Il est devenu le symbole de l'esprit de combat dans le cœur du peuple américain, et réaliser un résultat à la James Sweat est devenu l'objectif le plus élevé que les pilotes américains poursuivaient à l'époque. Mais Sweat n'a pas été égaré par les honneurs. Après la cérémonie de décoration, il a immédiatement soumis une demande au département de la Marine pour retourner sur le front du Pacifique Sud pour continuer le combat. En novembre 1943, Sweat est revenu à l'escadrille VMF 221, qui avait alors été équipée du chasseur F-4U Corsair, plus moderne. En janvier 1944, son nombre total de victoires a atteint 15,5, faisant de lui un pilote as. Pendant cette période, il a été abattu 2 fois par des avions japonais. L'une d'elles, il a été piégé pendant 3 jours et 3 nuits dans la jungle des îles Salomon, sans nourriture, sans eau, n'ayant sur lui qu'un couteau de survie et une boussole, et a finalement été sauvé par les habitants indigènes. À la fin de 1943, Sweat a été rappelé sur le territoire américain et a travaillé comme instructeur de vol à la station aéronavale de Jacksonville, en Floride. Il a combiné son expérience de combat réel pour rédiger un manuel de formation intitulé « Tactique de combat aérien et manuel de survie », qui est ensuite devenu un livre obligatoire pour les pilotes américains. Il a enseigné aux nouvelles recrues les tactiques de combat aérien, l'utilisation des munitions, l'évitement du feu allié, la survie en situation désespérée et l'expérience essentielle pour garder son sang-froid. Il disait toujours « Le combat aérien ne dépend pas du courage, ni de la chance, mais de la formation. Chaque goutte de sueur que vous versez pendant la formation vous sauvera la vie sur le champ de bataille. » Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Sweat est resté dans la réserve du corps des Marines. Pendant la guerre de Corée, il a piloté le chasseur F-4U Corsair pour effectuer plus de 50 patrouilles de combat. Le 1er juillet 1970, James Sweat a pris sa retraite avec le grade de colonel. Sa carrière militaire a totalisé plus de 5100 heures de vol. Après sa retraite, Sweat s'est installé à San Diego, en Californie, a ouvert une petite école de vol et a continué à enseigner le vol. Il était très discret et parlait très rarement de ses exploits militaires. Il disait toujours « Je ne suis qu'un pilote ordinaire. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que je devais faire. Mon succès vient d'une formation rigoureuse et d'un peu de chance. » Le 16 juillet 2009, James Sweat est décédé paisiblement chez lui à San Diego, à l'âge de 88 ans. Le corps des Marines américains l'a enterré avec les honneurs militaires au cimetière national de Quantico, en Virginie. Sur sa pierre tombale, seul son nom, son grade et ses dates de naissance et de décès sont gravés, sans aucune description de ses exploits militaires. Maintenant, revenons sur le résultat global et l'impact profond de la bataille du 7 avril 1943. Pendant le raid de ce jour, les Japonais ont déployé au total 177 avions. À la fin du combat, ils ont perdu au total 42 avions, dont 21 bombardiers et 21 chasseurs, et plus de 300 pilotes japonais ont été tués. Les Américains n'ont perdu que 7 avions et 4 pilotes,
le rapport d'échange était de 6 contre 1. C'était une victoire écrasante. Les 7 bombardiers abattus par James Sweat à lui seul représentaient un sixième des pertes totales japonaises et un tiers des pertes de bombardiers japonaises. Cette bataille a été la dernière grande offensive aérienne japonaise sur le théâtre des îles Salomon. Par la suite, les Japonais ont perdu un grand nombre de pilotes et d'avions d'élite et n'ont plus eu la capacité de lancer des raids d'une telle ampleur. Les Alliés ont complètement maîtrisé la supériorité aérienne et maritime des îles Salomon, jetant une base solide pour les campagnes ultérieures de Nouvelle-Guinée et des Philippines. Outre l'impact au niveau de la campagne, cette bataille a eu une influence révolutionnaire sur le système de formation des pilotes américains. Avant cela, l'armée américaine considérait généralement que l'expérience de combat était la qualité la plus importante pour un pilote, et qu'un novice sans expérience de combat avait peu de chances d'avoir de bons résultats sur le champ de bataille. Donc le système de formation américain mettait l'accent sur les compétences de vol de base et négligeait dans une certaine mesure la formation tactique de combat réel. Mais le combat de Sweat a prouvé qu'une formation professionnelle, rigoureuse et proche du combat réel, pouvait parfaitement compenser le manque d'expérience de combat. Un novice bien formé pouvait aussi créer un miracle sur le champ de bataille. Sur cette base, l'armée américaine a apporté des ajustements majeurs au programme de formation des pilotes. Ils ont augmenté le temps de formation de tir de 20 heures à 60 heures, renforcé la formation de décision tactique sous haute pression, introduit un système d'exercice de confrontation en situation réelle pour que les pilotes puissent ressentir la pression du combat réel pendant la formation. Ils ont également créé des cours spécifiques sur l'évitement du feu allié et la survie en mer. Ces ajustements ont considérablement amélioré la qualité globale des pilotes américains. Selon les statistiques, pendant la bataille des Mariannes en 1944, le rapport d'échange des victoires des pilotes américains a atteint l'étonnant chiffre de 10 contre 1, créant le célèbre miracle de la chasse aux dindes des Mariannes. Cela était étroitement lié à la transformation du système de formation américain. Jusqu'à aujourd'hui, le cas de combat de James Sweat est toujours inclus dans le cours de tactique de combat aérien de l'Université du corps des Marines américains. Sa médaille d'honneur du Congrès, sa combinaison de vol, son casque et ce couteau de survie qui lui a sauvé la vie sont conservés au Musée national du corps des Marines américains pour être visités par les générations suivantes. Sa pensée tactique, sa force psychologique et sa capacité de survie sont devenus un modèle d'apprentissage pour les pilotes du corps des Marines de toutes les générations. L'histoire de James Sweat illustre le miracle que peut créer la combinaison de la formation, du courage et de la volonté. Elle nous apprend que dans la guerre, il n'y a pas de héros nés, il n'y a que des guerriers bien formés. Chaque effort que vous faites au quotidien deviendra, au moment crucial, l'espoir de survivre, la force de vaincre l'ennemi. Cette histoire se transmet de génération en génération dans le domaine de l'aviation américaine, devenant une légende éternelle. Si vous aimez cette vidéo, veuillez liker, vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus passionnants sur l'histoire militaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager l'endroit où vous regardez cette vidéo et si un membre de votre famille a participé à la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, honorons les héros qui se sont battus pour la liberté. À la prochaine!